Bien, bonjour à tous. On démarre à l'heure pour respecter le timing. Merci d'être venu assister à notre intervention avec Pascal. Dans cette petite conférence, on va vous parler du rôle du gaz dans le bâtiment et de l'hybridation des systèmes. Ça nous semblait intéressant d'évoquer ce sujet aujourd'hui dans ce salon Energy Meeting dont on a pu voir l'affluence et le succès. Alors, un petit mot de présentation. Donc, moi, je suis Jean-Charles Collaroy, président de Coenov. Coenov, c'est une association qui fête ses 10 ans cette année, qui regroupe l'ensemble des industriels qui font les solutions du chauffage dans le bâtiment. Les grands industriels franco-européens que vous connaissez, ils ont des stands là, n'hésitez pas à passer les voir. Ariston, Atlantic, Bosch, Frisquet, Vaillant, Viessmann, Poujoula. Donc ces grands industriels associés à des acteurs, des énergéticiens, GRDF, oui, de Dietrich aussi, je le vois là-bas, associés à des énergéticiens, donc GRDF bien sûr, les acteurs des réseaux, France Gaz Renouvelable, France Hydrogène, et puis tous ceux qui installent, la Fédération Française du Bâtiment, la CAPEB, le SINASAV, et depuis peu, nous ont rejoint l'Union Sociale pour l'Habitat, les bailleurs sociaux. Donc vous voyez, chez Coenov, on regroupe l'ensemble de la chaîne, de ceux qui fabriquent les solutions à ceux qui les installent et qui les utilisent. Et on a une vision claire et précise du marché de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc rapidement, Pascal Housset, donc avant tout chef d'entreprise. Je dirige une entreprise de génie climatique depuis 30 ans située en Île-de-France. Et je suis là aujourd'hui au titre de président de l'Union métier du génie climatique couverture plomberie de la FFB, Fédération française du bâtiment, qui représente 15 000 entreprises dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui du génie climatique couverture plomberie sur l'ensemble du territoire national. Alors voilà, la thématique vraiment de cette conférence, c'est, on l'a mis ici sous la forme d'une phrase, c'est le gaz sera un vecteur indispensable à la réussite de la transition énergétique et notamment à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et les gisements sont suffisants. Donc, ce qu'on veut vraiment expliquer avec Pascal aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment sortir de cette confrontation, de cet affrontement finalement entre d'un côté les solutions électriques et de l'autre côté les solutions gaz. C'est vraiment dans l'alliance entre les électrons décarbonés, que ce soit des énergies renouvelables, du nucléaire et des molécules de gaz qui se verdissent, par l'hybridation aussi des solutions, qu'on arrivera à trouver la meilleure voie de passage pour le pays dans la neutralité carbone de la France. Alors, on a remis ici les trois chantiers majeurs qui nous semblent importants de conduire pour la filière gaz d'ici à 2050. D'abord, c'est la baisse des consommations. Il n'y aura pas de solution si on ne diminue pas drastiquement nos consommations. Et pour le gaz, ça veut dire une baisse de 60%. Aujourd'hui, tous usages confondus, le gaz, ça représente 450 TWh de consommation et le secteur du bâtiment représente 240 TWh. Eh bien, en 2050, donc d'ici une génération, il faudra baisser de 60% ses consommations. Ce 450 TWh va passer à 240 à 250 TWh. Et le gaz représentera 100 TWh, dont 80 pour le secteur résidentiel. Et ça, on le fera grâce à des actions de sobriété, une sobriété choisie et non pas subie. Il ne s'agit pas que ça soit de la précarité énergétique, on parle bien de sobriété accompagnée dans le temps. Et puis de l'efficacité énergétique. Et ça, c'est par des solutions, on va en parler, comme la très haute performance énergétique qui permet de réduire de 30% les consommations, comme l'hybridation des systèmes, qu'on arrivera à baisser les consommations de gaz. Donc ça, c'est la première clé d'entrée. Ensuite, il y a le verdissement progressif du gaz. Et ça, on va en parler aussi, c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis, l'hybridation des solutions. Alors, Pascal, peut-être tu peux nous parler justement de la très haute performance énergétique qui est déjà une solution pérenne aujourd'hui. Voilà, donc des solutions, j'ai envie de dire, historiques. On sait aujourd'hui qu'on a encore un parc important de chaudières gaz qui ne sont pas à condensation, qui ne sont pas à grande performance et qui nécessitent d'être remplacés. Et ça, ce parc-là, et je pense notamment au parc existant dans les logements collectifs, chaudières individuelles dans les logements collectifs, où là, on voit bien qu'il est très difficile d'aller mettre d'autres systèmes comme des pompes à chaleur. Et donc là, c'est intéressant d'avoir des solutions de chaudières performantes qui vont permettre, comme on l'a dit, d'avoir une baisse notoire de 30%. À la fois, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de gaz à effet de serre, mais en même temps qu'on va réduire la facture énergétique du particulier ou aussi dans le tertiaire, puisqu'on a les mêmes cas dans le tertiaire. Et puis, on a des configurations aujourd'hui qui peuvent se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus tard, on a les solutions
packagées, ce qu'on appelle hybride, solution pack et solution chaudière gaz THPE couplée. Hybridation quand on vient mettre une pack sur une chaudière THPE. Et tous ces systèmes-là évolutifs vont permettre de réduire également la facture d'énergie. Et ce qui actuellement, dans la période que l'on connaît inflationniste, peut être très intéressante pour le consommateur. Si on reste un peu sur ce transparent-là, ce qui est intéressant au niveau du marché, c'est qu'en France, il y a 12 millions de logements qui sont équipés en chaudière gaz. Il n'y en a que 6 millions qui aujourd'hui sont équipés des chaudières à condensation et de la très haute performance énergétique. Donc on voit qu'on a un potentiel d'amélioration de 50% du parc qui pourrait, en quelques années, améliorer ses performances de 30%. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, qui est un pays en avance, c'est 95% du parc qui est déjà passé à la très haute performance énergétique. Et donc eux, sur cette base-là, ensuite ils regardent le chemin vers l'hybridation des systèmes. Mais nous en France, on a encore un potentiel de 6 millions de chaudières qui peuvent être upgradées ou améliorées. Tu l'as dit, ce n'est pas une solution unique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où on ne peut pas installer la PAC électrique seule. Et donc c'est pour ça que quand s'est posé à un moment donné l'an dernier l'interdiction, le projet d'interdiction des chaudières à gaz, ça laissait aussi beaucoup de ménages dans une impasse technico-économique. Impasse technique parce qu'on ne pouvait pas installer de solution tout élec seul, et impasse économique parce qu'il y a une différence de prix très forte aujourd'hui entre les solutions gaz qui sont, comme on dit, accessibles, bon marché, hein, c'est pour une chaudière à condensation, prix public 4-5 000 euros, là où les solutions finalement élec, pompe à chaleur, on est plutôt sur du 12 à 15 000 euros. Donc on voit qu'il y a un coefficient 3 à 4 finalement entre les solutions gaz et les solutions élec. Ensuite, bien sûr, il y a des aides qui viennent lisser ça, mais que ce soit pour les ménages ou pour les pouvoirs publics, on voit que les solutions gaz ont encore un bel avenir. Et puis, tu l'as dit, d'ores et déjà, sans modification des appareils, les chaudières sont compatibles avec les gaz verts. Et donc, c'est pour ça qu'avec Coenov, on porte et on promeut, et avec l'ensemble des acteurs de la filière, cette mention gaz vert que vous voyez, compatible gaz vert, qui est collée souvent par ceux qui font l'installation sur les chaudières. Tout à fait, Jean-Charles. Donc, il y a une démarche volontaire de l'ensemble des installateurs et mainteneurs de chaudières gaz qui permettent d'étiqueter et surtout de donner l'information aux consommateurs que la chaudière qu'ils ont chez eux ou la nouvelle chaudière qu'ils installent, elle est compatible gaz vert. C'est-à-dire, à fur et à mesure du verdissement du gaz jusqu'à horizon 2030-2050, ils n'auront pas de modifications à faire sur leur installation. Donc ça, c'est quand même important parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de coûts supplémentaires de modifications à faire. Ils auront le même principe, le même système et qui va être évolutif. Il va s'adapter à fur et à mesure que le gaz va se verdir. Et puis, non seulement compatible avec le biométhane, mais également avec un pourcentage d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a déjà des essais qui sont faits aujourd'hui. On parlait des Pays-Bas tout à l'heure. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, on a déjà des systèmes de chaudière qui fonctionnent avec de l'hydrogène et ça fonctionne parfaitement bien avec toute la sécurité que l'on connaît sur les installations gaz. Et puis j'en profite quand même pour passer un message, c'est que là où on parle beaucoup aujourd'hui sur l'installation des systèmes de chauffage, d'éco-délinquants, de gens qui ne sont pas toujours très vertueux, bah, il faut savoir que les installateurs chauffagistes de la filière que vous connaissez, de la filière gaz, c'est une filière qui est robuste, qui est sérieuse, qui est pérenne dans la durée, qui produit ce qu'on appelle les certificats de conformité sur les installations. Donc on a des installations robustes et fiables dans la durée. C'est important aussi à le souligner. Oui, et l'entretien des chaudières est obligatoire et c'est ce qui permet aussi d'avoir cet entretien fiable. Et on remarque aussi que les chaudières, ce sont ce qu'on appelle des appareils robustes, c'est-à-dire sur lesquels finalement il y a peu de pannes, qui ont une durée de vie longue, hein, quasiment 20 ans. Toi, la majorité des appareils que tu installes, c'est combien à peu près? Oui, alors durée de vie des chaudières, c'est 15 à 20 ans, voire plus, voilà, selon les produits. Mais globalement, on est plutôt plus près de 20 ans. Concernant les pompes à chaleur, effectivement, il y a eu quand même de gros progrès. Mais par contre, ce qui démontre aussi qu'il y a une étude qui a été faite, des pompes à chaleur qui pendant 10 ans sont absolument pas entretenues, bah, en bout de 10 ans, elles arrivent un peu à la limite de leur fonctionnement. Pour qu'elles durent 15 ans et plus, il faut vraiment une maintenance comme une chaudière finalement chaque année. Donc il faut savoir que maintenant l'obligation est tous les 2 ans, mais le coût bien évidemment d'entretien est plus élevé sur une pompe à chaleur qu'une chaudière. C'est à tenir compte également par rapport au budget et au porte-monnaie du consommateur. Alors ici, on vous a fait un focus sur les gisements de gaz vert du pays.
en fait, ce qui est intéressant, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé de la consommation projetée du pays en 2050, où on va passer de 450 TWh aujourd'hui à 250 TWh en 2050, donc en une génération. Eh bien, dans le même temps, on va développer et massifier les gaz verts. Il y a un gisement, et vous le voyez, de 320 TWh hors hydrogène de gaz vert, de biométhane, de biogaz. Et ça vient de plusieurs types de technologies, la plus mature étant la méthanisation. On utilise des déchets agricoles ou des déchets de l'agroalimentaire. Cette année, c'est l'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On doit recycler l'ensemble des déchets biodégradables. Et bien ça aussi, ça apportera du gisement pour faire de la méthanisation. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller visiter un méthaniseur près de chez vous. Il y en a plus de 600 en France aujourd'hui qui produisent déjà 12 TWh, 2% de la consommation. N'hésitez pas à aller voir. Vous savez, c'est ces sortes de yourtes qu'on voit parfois au milieu des champs qui recyclent les déchets et qui produisent du biogaz. Ben ça, c'est 135 TWh de gisement. Et quelque part, il n'y a pas de concurrence d'usage sur ces gisements, ces intrants agricoles. Donc, on voit qu'on va pouvoir développer massivement. Viennent s'ajouter à ça d'autres technologies, la pyrogazéification. Là, on est plutôt sur l'utilisation des déchets de bois, des plaquettes forestières. Là, il y a une petite concurrence d'usage, mais on voit que le potentiel est de 90 TWh. Il y a la gazéification hydrothermale. Là, on valorise plutôt des déchets humides, des bouts de stations d'épuration. Et puis demain, il y aura aussi la méthanation. Lorsqu'on aura beaucoup d'hydrogène surnuméraire, par exemple, si on produit beaucoup d'éoliennes qui tournent la nuit avec l'électricité qui n'est pas consommée, on peut fabriquer de l'hydrogène, le recombiner au CO2 biogénique issu des méthaniseurs et avoir comme ça du CH4, de la méthanation. Et donc tout ce potentiel-là, on voit, ça fait 320 TWh de biogaz. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure, le 240 de 2050, on voit que la France pourrait même être exportatrice de gaz en 2050, tous usages confondus. Et donc c'est intéressant parce que en plus, à côté de ça, vient s'ajouter les usages hydrogène dont tu as parlé. Vous avez des acteurs qui développent aujourd'hui des filières et des produits, des chaudières compatibles hydrogène. Ce sera soit de l'hydrogène dans des réseaux, soit de l'hydrogène produit in situ. De Dietrich est là à une solution avec aussi de l'hydrogène produit in situ. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ce potentiel. Et donc moi, je m'inscris en faux par rapport au débat aujourd'hui actuel qui dirait qu'il n'y a pas assez de biomasse pour alimenter en biogaz le pays. Il peut y avoir des concurrences d'usage sur certaines parties, mais pas sur la méthanisation agricole. Donc on a déjà un potentiel de 130 TWh. Aujourd'hui, on est à 12. On aura un potentiel de 12 TWh, un potentiel de 70 en 2030, 20% de la consommation, et donc 300 TWh en 2050, 100% de la consommation. C'est vraiment une chance pour le pays. Oui, et puis pour compléter le propos, aujourd'hui, il faut savoir que la production de biométhane, de biogaz, équivaut à 2 centrales nucléaires. Donc c'est déjà une production pour se donner un peu le périmètre. Donc on voit que ça a progressé fortement et que ça va continuer à progresser. Et ça coûte beaucoup moins cher finalement à développer le biométhane. Et on l'a vu aussi par rapport aux derniers événements que vous avez vus avec les agriculteurs. C'est aussi une source de revenus pour nos agriculteurs. Donc c'est aussi un moyen pour nos agriculteurs de se diversifier, d'avoir une source de revenus. Et ils en ont besoin, on l'a vu. Et le réseau est là et existant. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir le réseau de transport, le réseau de distribution, des acteurs, GRDF en particulier, qui font un travail de qualité. Et on peut utiliser ce réseau pour alimenter en biométhane. Alors, tout ça pour dire quoi? C'est que finalement, on voit bien qu'on a besoin, on a des grands besoins en énergie. Et en fait, ce mix énergétique vertueux, il a du sens parce qu'il permet de gérer notamment ce qu'on appelle la pointe hivernale de bonne manière. Et le fait d'hybrider les systèmes, ça permet d'avoir cette grande souplesse, d'avoir une pompe à chaleur qui va être capable de fonctionner là où elle a le meilleur rendement finalement, où on a les meilleurs COP sur des plages de température où elle a des rendements optimum. Et puis plutôt que d'aller rechercher des épingles électriques, des résistances à effet Joule en appoint quand il fait très froid, et ben là c'est le gaz, c'est la chaudière avec le biogaz qui va permettre d'apporter son appoint aussi bien pour le chauffage que l'eau chaude sanitaire. Donc on assure à la fois le confort complet de l'utilisateur et puis on va pouvoir gérer cette pointe hivernale en sachant qu'il y a des régions et notamment je pense aux régions rurales où on n'a pas forcément des réseaux électriques suffisamment forts pour soutenir
les puissances. Parfois, on a besoin de triphasé pour certaines installations sur des maisons un peu cossues ou sur des gros résidentiels. Et là, grâce à l'hybridation ou un système packagé hybride gaz, ça permet de rester en monophasé et on va beaucoup moins solliciter les réseaux électriques. Donc ça, c'est quand même intéressant en termes d'équilibre des énergies sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, toujours, ce qui plaît beaucoup aux consommateurs, c'est qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des machines qui sont capables aussi de fonctionner en fonction des coûts des énergies. On voit bien que c'est fluctuant, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Et aujourd'hui, on est capable de faire travailler plus ou moins un des deux systèmes en fonction des coûts énergétiques. Et ça, c'est intéressant pour la facture à la fin du mois. Et puis Pascal, il y a différents types d'hybridation. Il y a ce qu'on appelle l'hybridation packagée, où finalement on vient enlever un ancien système et on met un système, il y a à la fois la pompe à chaleur et puis la chaudière. Et puis aussi il y a la relève de chaudière, l'hybride en add-on. Voilà, donc il y a l'hybridation des systèmes existants. Ça a du sens quand vous avez des maisons où finalement, on l'a vu tout à l'heure, il y a des chaudières, ce qu'on appelle THPE, condensation, qui sont déjà installées, qui serait dommage finalement d'aller retirer puisqu'elles n'ont pas fait leur cycle de vie de leur bilan carbone finalement. Donc elles ont leur sens de continuer leur vie, leur fonctionnement. Et là, on peut venir plugger. Et aujourd'hui, les industriels ont fait un travail magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants de systèmes de génie climatique ont des systèmes qui permettent de gérer avec une régulation qui pilote parfaitement ça, la pompe à chaleur qui vient se greffer sur la chaudière existante. Et ça limite le coût aussi d'investissement pour le coup, et ça permet d'avoir toute cette souplesse d'utilisation et cette souplesse aussi d'usage et de facture énergétique, on l'a vu. Nous, finalement, la meilleure stratégie qu'on promeut pour le secteur du bâtiment, c'est priorité à la rénovation des bâtiments. Il faut d'abord baisser les consommations, baisser les déperditions avant de changer le mode de chauffage. Et d'ailleurs, à un moment donné, la précédente ministre de l'Énergie disait installer une pompe à chaleur dans une passoire thermique, c'est un non-sens. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut d'abord rénover le bâtiment avant de dimensionner son système. Et puis ensuite, donc finalement, ça laisse le temps soit de passer sur une chaudière très haute performance énergétique et donc de faire quasiment 30% de baisse de consommation d'énergie ou de baisse des émissions de CO2. Ça laisse le temps au gaz de se verdir et puis on peut venir en appoint, en add-on, en relève de chaudière, installer une PAC justement dimensionnée. Et finalement, là, on a le chemin d'une rénovation intelligente où à la fin, on a à la fois un système qui profite aux particuliers parce qu'on a fait des économies d'énergie et puis qui profite au pays parce que ça permet de soulager le système et le réseau. Des études avaient été faites, soit par RTE, soit par l'ADEME, soit par Engie, qui montraient que le secteur du bâtiment est le plus thermosensible. Il y a une différence de 1 à 4 entre l'été et l'hiver. Et donc, c'est très important d'avoir des systèmes qui permettent de soulager la consommation électrique en période de pointe. C'est ce qu'on appelle la pointe hivernale. Eh bien, les systèmes hybrides, ça sera une des solutions. Et si jamais on n'a pas 800 000, 1 million d'hybrides d'ici 2035, Engie disait qu'il y avait 8 à 10 gigawatts de pointe. Et RTE et l'ADEME disaient qu'en 2050, il faudrait entre 2, 3 et 5 millions d'hybrides dans le bâtiment. Donc, on voit que les solutions gaz ont encore un avenir, soit en propre, soit avec le verdissement du gaz, soit en solution hybridée. Et c'est justement quelque chose qu'on a simulé l'an dernier chez Coenov avec une étude Artelis. C'est un cabinet qui est reconnu sur la place et que RTE justement utilise aussi pour ses propres simulations. On a essayé de simuler un scénario plus équilibré, c'est-à-dire avec une diminution des consommations de gaz, mais moins forte que celle que finalement l'administration française envisage pour garder un équilibre et plus d'hybridation des systèmes. Et on voit que c'est finalement un meilleur scénario parce qu'en coût complet, il est plus avantageux parce que les solutions gaz aujourd'hui sont meilleur marché ou moins subventionnées que les solutions élec. Il y a une meilleure robustesse aux aléas considérés, en particulier sur la pointe électrique hivernale. On peut gérer des aléas comme un problème systémique sur les centrales nucléaires, comme on a connu en 2022. Il manquait quand même 20 réacteurs sur les 56. Ça, quand on a plus d'hybrides ou plus d'équilibre, de complémentarité des énergies, on peut mieux passer ces aléas-là. Une moindre rénovation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on se donne des objectifs héroïques sur la rénovation des bâtiments. Donc, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas baissé autant les consommations que ce qu'on imaginait? Et puis, une vague de froid. Tout à l'heure, vous avez vu dans le transparent précédent qu'on parlait beaucoup de flexibilité.
Aujourd'hui, la flexibilité, elle est souvent envisagée avec des batteries électriques et on est plutôt sur de l'intra-journalier. On peut gérer sur quelques heures une batterie, une flexibilité électrique. Là, si jamais on a une vague de froid prolongée, comme on en a connu dans les décennies passées, eh ben, il faut être capable de gérer plusieurs jours, voire 2 semaines de froid très fort, avec une absence de vent par exemple à l'échelle de la plaque européenne, ce qui fait qu'on n'a pas l'éolien. Et donc là, il n'y a que les molécules stockables tout au long de l'année qui sont capables de gérer et d'apporter cette flexibilité qu'on appelle intersaisonnière. C'est pour ça que l'alliance des électrons décarbonés et des molécules qui se verdissent, c'est vraiment la meilleure voie pour la collectivité. Et puis sur les émissions de gaz à effet de serre, assez paradoxalement, même une solution plus équilibrée avec plus de gaz est équivalente au niveau des émissions de gaz à effet de serre du pays, puisque en hiver, il ne s'agit pas de regarder que les émissions de gaz à effet de serre de la France. Si on accroît l'électrification à outrance et qu'en hiver, on importe massivement de l'électricité produite par des centrales à charbon ou à lignite d'Allemagne, on n'a pas du tout résolu le problème et on a augmenté les consommations, les émissions de CO2 en Europe. Donc nous, on a regardé aussi ce que ça voulait dire à la maille européenne d'électrifier trop massivement le système. Et là aussi, un système plus équilibré est tout aussi avantageux pour notre pays. Oui, puis juste un complément de propos, justement sur la partie pointe hivernale, on voit bien qu'on a quand même de plus en plus des propositions qui sont faites d'avoir des périodes dans les contrats d'électricité, des périodes d'effacement de l'électricité. Et donc l'intérêt d'avoir ce système, j'ai envie de dire, bi-énergie vertueux, c'est de dire dans les périodes où je vais pouvoir négocier mon contrat ELEC avec des périodes d'effacement, finalement je vais pouvoir utiliser mon gaz vert et ça me permet là aussi d'optimiser ma facture. Donc il y a beaucoup de pragmatisme dans nos démonstrations, c'est-à-dire que l'objectif c'est décarboner et une bonne maîtrise du coût énergétique. Voilà, donc on va peut-être passer aux questions-réponses pour respecter le timing. Donc, et merci pour votre attention, avec le casque, ça fait bizarre. Et merci à vous, j'espère que tout le monde nous entendait bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on a quelques instants pour essayer d'y répondre au mieux en tout cas. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de questions, donc si, il y a une question à monsieur là. Ouais. Oui, bonjour. J'ai une question sur l'entretien du coup des chaudières et des packs. Vous avez dit que pour les packs, le coût d'entretien était plus élevé. De combien de pourcents on peut estimer ce pourcentage et quelles sont les contraintes supplémentaires qu'on a? On nous traduit en même temps la question, parce que comme on n'a pas le retour. Merci. Oui, effectivement, on l'a abordé rapidement tout à l'heure. Il y a une étude qui a été faite par le CINASAV et qui nous montre qu'effectivement, on a des coûts moyens de coûts d'entretien chaudière. Je parle de chaudière murale notamment. On est entre 120 et 150 euros TTC les coûts d'entretien. Et les coûts d'entretien de pompe à chaleur, c'est des moyennes nationales sur un échantillon qui a été pris. On est plutôt aux alentours entre 230 et 270 euros de coût d'entretien, toujours TTC. Donc on voit bien que le coût de maintenance est plus élevé. Et dans cette étude également qui a été faite sur 10 ans, c'est une étude qui a été faite par la Martinière, qui est un centre de formation également, on a pu remarquer que les coûts du remplacement des pièces étaient beaucoup plus élevés, puisque quand il faut remplacer des cartes électroniques, quand il faut remplacer un compresseur sur un groupe, finalement, ça nécessite des frais beaucoup plus importants. Ce qui est intéressant à noter pour aller jusqu'au bout de la réponse, c'est qu'en coût de maintenance sur les pompes à chaleur hybrides gaz, du fait qu'on a une bonne répartition équilibrée dans les temps d'usage entre la PAC et la chaudière, finalement, on a beaucoup moins de taux d'usure. C'est-à-dire que les temps de remplacement finalement des pièces sont beaucoup plus longs. Alors on n'a pas encore suffisamment d'études parce que les packs hybrides gaz, moi personnellement ça fait 15 ans qu'on en installe en Ile-de-France, mais on voit qu'on a des temps
qui sont 20 à 30% plus longs dans l'usage que si on est juste sur une chaudière ou juste sur une PAC. Donc ça, c'est quand même à noter, c'est intéressant en termes de coût global d'exploitation. Et par ailleurs, quand une panne intervient, si j'ai un système hybride, si une panne intervient sur la partie électrique, je peux continuer à fonctionner en gaz et vice-versa. Et ça permet, par exemple, si ça se produit en période hivernale, quand il fait très froid, de pouvoir planifier une intervention et de ne pas être dans l'urgence d'avoir à réparer ou d'être sans système de chauffage pendant plusieurs jours si jamais le réparateur n'a pas la pièce. Tout à fait. J'ai D'autres questions dans la salle? J'ai deux petites questions sur l'hydrogène. Déjà, comment vous pensez que l'hydrogène va être généré, à part par électricité? Et est-ce qu'il va nécessiter de nouvelles infrastructures pour l'hydrogène? Est-ce qu'on pourra utiliser le réseau de gaz actuel ou est-ce qu'il faudra un réseau pour l'hydrogène? Ok, donc une question sur l'hydrogène, j'y réponds très rapidement. Merci déjà de poser cette question. Il y avait le salon Evolution la semaine dernière des professionnels de l'hydrogène, on y était avec Coenov. D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on promeut, c'est de l'hydrogène décarboné. Il ne s'agit pas de passer de solutions fossiles à un hydrogène qui serait produit, lui, à partir d'énergies fossiles. Donc cet hydrogène, il sera soit produit à partir d'énergies renouvelables, ça peut être le cas in situ, il y a des solutions de Dietrich qui le permettent déjà, soit produit grâce à des électrons décarbonés, des centrales nucléaires, dans des électrolyseurs. On va pouvoir stocker l'énergie grâce à l'hydrogène, et ensuite, ou des grands champs de panneaux solaires, par exemple, et ensuite, ça sera distribué dans des réseaux d'hydrogène, alors des réseaux plutôt dédiés. Jusqu'à présent, on imaginait plutôt un mix ou un blindage un mélange de l'hydrogène avec le CH4 dans les réseaux. De plus en plus, on imagine plutôt des grandes dorsales, des backbones de transport d'hydrogène qui permettraient d'alimenter des industriels, puisque l'usage prioritaire aujourd'hui, c'est plutôt l'industrie, la mobilité. Le secteur du bâtiment, il y a des solutions aussi. Et demain, soit in situ, soit quand on sera à proximité de ces grandes dorsales d'hydrogène, on pourra alimenter des quartiers. C'est aussi pour ça que des fabricants aujourd'hui ont des chaudières 20%, 100% compatibles hydrogène. Ça sera vraiment ça la piste de développement de l'hydrogène. Est-ce que tu en as installé toi déjà ou c'est émergent? Non, par contre, nos professionnels de l'UMGCCP sont allés faire des visites de sites, notamment équipés par BDR de Dietrich, a été cité, pour voir les technologies. Et j'ai pu visiter des sites également aux Pays-Bas qui sont déjà en fonctionnement avec de l'hydrogène. Donc effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir un hydrogène décarboné, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais aujourd'hui, les technologies fonctionnent déjà. Maintenant, voilà, c'est le déploiement vertueux qui reste à faire, mais il y a des bonnes pistes en tout cas à déployer. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est que on l'a vu avec l'interdiction des chaudières qu'on a essayé de nous imposer, la non-interdiction. En fait, ce qu'il faut verdir, c'est pas la chaudière, c'est le gaz qu'on y met. Et là, on est en bonne voie pour verdir ce gaz à horizon 2030-2050. Voilà. Oui, donc souvent, on a encore de bonnes choses à faire. Souvent, on dit, c'est un peu un gimmick ou un leitmotiv, ce n'est pas la chaudière qu'il faut interdire, c'est le combustible qu'il faut verdir. Oui, la chaudière en elle-même, elle n'est pas fossile, c'est le combustible qu'on y met qui peut être fossile. On a vu qu'on avait un potentiel de gaz vert énorme en France. Demain, il y aura aussi de l'hydrogène décarboné. Finalement, on voit que cette chaudière, la même, elle peut utiliser du gaz vert. Avec un kit, elle peut utiliser de l'hydrogène décarboné. Et ça fait sens. Le point de vigilance qu'il faut avoir, c'est de bien produire en France ou en Europe de l'hydrogène. Parce qu'il y a une stratégie allemande qui consiste à importer massivement de l'hydrogène fait par des panneaux solaires au sud de l'Espagne ou dans les pays du Maghreb, voire plus loin. Et là, on passerait finalement d'une dépendance aux énergies fossiles importées, qu'on déplore aujourd'hui, dépendance au gaz russe, dépendance au pétrole du Moyen-Orient, à une dépendance à l'hydrogène importé. Et ça serait un problème géopolitique tout aussi important pour l'Europe. Nous, en France, on est sur une autre ligne. Essayer de produire massivement de l'hydrogène décarboné. Avec le nucléaire, c'est une chance pour le pays. Ça sera une solution et c'est un point de vigilance à avoir. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de notre présentation. Et merci de votre écoute, en tout cas. Merci. Et n'hésitez pas à aller voir soit sur le site de l'UMGCCP FFB, soit sur le site de Coenov, l'ensemble de nos rapports et de nos études, si vous voulez compléter cette présentation. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, bon salon.